j'espère qu'elle va définir chaque mot du titre parce que j'ai rien compris. Stéphanie, ils sont à toi pour 45 minutes. Merci. Bonjour à tous. Bon, du coup, j'avais préparé une blague à base de bon, bah merci d'être là, vous êtes quatre, et du coup, vous êtes plus que quatre, alors je suis un peu embêtée, j'ai plus de blague. Euh, mais merci. Ça me met un peu la pression d'être dans cette grande salle, et surtout qu'en face, il y a des intervenants de grande qualité en même temps que moi. Je suis très triste de ne pas pouvoir aller à leur conférence. Et d'ailleurs, si vous voulez y aller, je vous en veux pas. Voilà. Comme ça, peut-être que je pourrais faire ma blague. Merci, vous êtes quatre. Non? Bon, tant pis. Déjà, je vais introduire, alors je ne suis pas là pour vendre ma lessive aujourd'hui, mais simplement vous expliquer ce que je fais dans la vie. Donc, je m'appelle Stéphanie Laporte. Je dirige avec mon associé Arnaud l'agence OTAC et qui a la chance, le bonheur, la joie d'être située à Bordeaux. Et même si on est à Bordeaux, on a des clients nationaux et on est face à des agences parisiennes très souvent. Maintenant, c'est plus un handicap d'être à Bordeaux. Ça l'a été par le passé. On a la chance aussi d'avoir une très belle équipe que je salue et je leur remercie de m'avoir envoyé des gifs d'encouragement si jamais ils regardent le live. Et voilà, et donc je suis entrepreneur, donc on est deux à diriger l'agence, mais je l'ai fondée il y a 5 ans. Avant ça, j'étais freelance, avant ça, j'étais chez IBM et avant ça, j'ai fait d'autres trucs. Et voilà, le social media, c'est une passion. L'entrepreneuriat, c'est un sacerdoce. On n'a pas beaucoup de temps libre, mais on rigole bien. Et surtout, voilà, j'ai la chance d'avoir une très belle équipe. On est une quinzaine aujourd'hui et donc je les salue à distance. Donc, aujourd'hui, on va parler de social ads. Donc, les social ads, pour ceux qui sont perdus, qu'on choisit une salle au hasard, c'est les publicités via les réseaux sociaux, via les régies des réseaux sociaux. Et collecter du lead, donc, c'est collecter des coordonnées de prospects. On va se parler de lead, mais ça pouvait être aussi de la conversion directe. On fera la distinction entre plein de choses tout à l'heure. Je vous ai préparé une intro un peu chill. Donc, tout le monde rêve de quelque chose. Moi, en l'occurrence, mon plus grand rêve, notamment, je vais vous en parler, outre avoir du temps libre, qui est vraiment dans le top 2, tout le monde, normalement, rêve de quelque chose. J'ai la chance d'avoir plein de choses dont je rêvais déjà, mais il y a un truc qui me fait rêver. Moi, c'est Zanzibar, mon rêve. Voilà, d'où le chill et le temps libre. Pour ceux qui ne sont pas très très bons en géo, qui ne coloriaient jamais la mer en bleu au cours de géo, c'est une île donc au large de la Tanzanie, en Afrique de l'Est, et voilà que le décor est plutôt sympa, nos Photoshop sur la photo là. Donc moi j'aimerais beaucoup y aller, et en l'occurrence ça fait plusieurs années que ça me travaille. Quand vous rêvez de quelque chose comme moi, vous faites des recherches et donc évidemment vous déclarez votre besoin. Vous dites à Google, je cherche un voyage à Zanzibar, trouve-moi quelque chose. Ou je cherche au moins des renseignements sur un voyage à Zanzibar. Donc voilà, là j'ai fait du déclaratif, j'ai fait ma petite requête dans Google. Donc ici, suite à ma requête, dans les pages de résultats, je vais avoir bien sûr des résultats organiques issus donc du SEO. On va trouver aussi du payant, de l'AdWords, mais aussi bien sûr, on va trouver d'autres résultats et pas uniquement des voyagistes, des résultats assez variés. Alors, pas forcément en top requête, hein, mais on va trouver, si on cherche un petit peu au fur et à mesure des SERP, on va trouver des infos sur des blogs, on va trouver aussi des pages Facebook qui citent les voyages à Zanzibar, on va trouver des forums, etc. Donc, c'est tout un écosystème de sources, en fait, concernant ma recherche sur mon voyage à Zanzibar. Donc ces infos-là, je vais les consulter. Je vais consulter les forums, notamment ici en exemple, le forum du Routard avec quelqu'un qui demande si c'est pertinent de partir à Zanzibar en janvier ou en février. Est-ce que c'est bien ou pas en termes de climat, localement, ou voilà. Et puis donc, je vais me renseigner un peu plus avant parce que cette destination, elle me fait rêver en photo, elle me fait craquer en photo et en vidéo, mais dans l'absolu, je ne sais pas trop, j'en sais pas plus. Donc, je vais regarder les meilleures compagnies aériennes pour y aller, par exemple. Je vais chercher des hôtels, des activités à faire sur place.
Le fameux donc meilleur mois où il faut y aller, parce que s'il y a un mois où il y a des tempêtes tropicales, par exemple, il y a moyen que mes vacances chill sur la plage soient compromises. Et bien sûr, après, si je pars vraiment du niveau zéro de connaissances sur le pays, est-ce qu'il faut un visa particulier? Est-ce que j'ai besoin de vaccins? Est-ce que c'est quoi la cuisine locale? Et est-ce que ça correspondra à mon régime alimentaire? Bref, je cherche un voyage qui me tient à cœur parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Et donc, c'est mon voyage de rêve. Je ne veux pas, effectivement, de rater. Je ne veux pas avoir investi et que ça ne se passe pas bien. Justement, on parle d'investissement, il y aura un coût important, c'est une destination lointaine qui nécessite aussi donc une forte préparation en termes de logistique, etc. Et aussi une préparation organisationnelle parce que j'ai des enfants, donc du coup, il faut que non seulement que je pose des congés et que je m'absente de l'agence, mais aussi que je check que ça coïncide avec les vacances scolaires. Bref, je ne peux pas me précipiter, je ne peux pas faire un achat d'impulsion. Au contraire, là, je vais avoir une préparation qui va être très précise de mon voyage. Donc, ce qui veut dire aussi, donc là, je vais vous demander, maintenant qu'on a démarré chill, de mettre votre casquette un peu de marketeur et de gens qui veulent vendre des trucs. En l'occurrence, donc votre parcours, il est multiple. Le cycle de décision du conso va être long, parfois très long, notamment sur certaines boîtes qu'on accompagne. Ils vendent des choses très complexes. Euh, le conso, en l'occurrence moi, va utiliser plusieurs devices. Donc, on en parlait juste avant dans la conférence en face sur le parcours utilisateur. On va passer par le téléphone, la tablette, le desktop, etc. Et on va passer aussi par plusieurs canaux. Donc voilà, les fameux sites de voyagistes, les comparateurs de vols et de voyages, les blogs, les réseaux sociaux. Et à la fin, si jamais, un, j'ai le budget, deux, ça m'a convaincu, je vais peut-être commander mon voyage. Mais il y a quand même un certain nombre d'étapes avant que ce soit réalisé. Donc, si jamais on veut mesurer, jalonner correctement mon parcours, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, soit on répond à ma requête, ce que j'ai formulée là, donc là c'est du déclaratif, je vous le disais tout à l'heure dans Google, soit, dans certains cas, on va même anticiper mon besoin. Une notion de profil intentionniste. Donc, je suis une personne qui voyage souvent, j'ai tel niveau de revenu, il se peut que je sois intéressée dans telle période, après un hiver très très pluvieux à Bordeaux par exemple, que je sois intéressée par le fait de partir au soleil. Et donc là, on est sur de la déduction. On parlera tout à l'heure très brièvement de la data collectée par les réseaux sociaux en cette semaine très marquée par les différentes aventures de Zuckerberg. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, on va identifier donc, mon besoin, soit parce qu'on l'anticipe, soit parce que je l'ai déclaré de nouveau. On va aussi potentiellement identifier mes devices, donc savoir quel est l'identifiant, pour simplifier, l'identifiant machine de mon téléphone, de mon ordinateur, etc. Potentiellement, on va collecter mes identifiants sociaux aussi, mon Facebook ID ou d'autres. Aussi, bien sûr, de façon classique, on va utiliser des cookies plus ou moins avancés. Et ensuite, pour que ça marche bien, normalement, il faut m'envoyer vers un tunnel personnalisé. Parce que certes, je veux un voyage à Zanzibar, mais peut-être que je veux un voyage pas trop cher en hôtel club. Ou au contraire, peut-être que je veux un truc hyper luxe sur mesure, etc., avec équivalent voyage privé, avec une certaine gamme. Évidemment, en marketing, il faut toujours différencier la gamme attendue versus le budget réel pour le conso, parce que très souvent, bien sûr, le consommateur, il va vous dire ouais, moi je cherche un séjour de luxe, et puis quel budget vous avez? 200 € pour 10 jours à peu près. Voilà, donc c'est même pas le prix du vol, un tiers du vol. Également, on va, si jamais on veut me suivre correctement et pouvoir me reconnaître, comme quand vous rentrez dans un magasin et que la vendeuse se souvient de vous, il y a aussi la notion d'enregistrer chaque touchpoint et chaque micro-conversion. Chaque fois que vous êtes approché de la boutique, que vous êtes revenu, que vous avez regardé dans la vitrine, que vous êtes ressorti, que vous avez pris des échantillons ou peu importe. Voilà, là, je pense à Yves Rocher, par exemple, spontanément. Tous ces petits touchpoints, toutes ces micro-conversions, on va aussi s'en servir pour qualifier mon intérêt, qualifier mon sérieux. Là, je vous dis rien de révolutionnaire parce que c'est ce que font intuitivement les vendeurs dans énormément de magasins aujourd'hui. Alors, de façon un peu plus cliché, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un magasin de literie ou dans un magasin de canapé. Voilà, eux, ils sont très très attentifs à ce que vous voulez. D'ailleurs, peut-être même aussi attentifs à ce que vous ne voulez pas. Mais bon.
Les mécaniques, donc on va parler de mécanique aussi de retargeting, parce qu'il va être important, je vous le disais, de me montrer des photos, des vidéos de plages paradisiaques et super séjours à Zanzibar et de personnes qui sautent dans l'eau depuis un bateau quand j'ai vachement le seum parce que je suis à Bordeaux et qu'il pleut. Et donc, ensuite, on va, et notamment via les réseaux sociaux, c'est possible, on a accès à ces métriques. Ces vidéos, elles se lancent en autoplay, donc en lecture automatique. C'est pas parce que je suis exposée à la vidéo que c'est une vraie vue. Donc, ce qu'on va mesurer, ça va être les vraies vues. Est-ce que les gens se sont arrêtés sur la vidéo? Est-ce que les gens ont interagi? Est-ce qu'ils ont partagé, commenté, liké et compagnie? Ou est-ce que même carrément, au-delà du temps de captivité, est-ce qu'ils ont carrément finalisé le visionnage de la vidéo jusqu'au bout? Si c'est le cas, eh ben, ils ont une forte appétence. Donc, du coup, je vais pouvoir les qualifier différemment. Aussi, si on veut bien me vendre un truc, idéalement, il faut collecter mon lead. Parce que je peux avoir des freins, notamment des objections particulières ou une recherche particulière à laquelle je ne trouve pas de réponse sur Internet. Ou alors, dans certains cas, ce n'est pas mon profil, mais c'est le cas pour les clients finaux de certains de nos clients, certains des annonceurs avec qui on bosse. On a la problématique de gens qui sont soit pas habitués à acheter en ligne, ça arrive encore très fréquemment, il ne faut pas négliger cette part de la population, soit tout simplement des gens qui vont avoir besoin de réassurance avec un discours d'une personne au téléphone, d'un commercial, en mode voilà, c'est une vraie boîte, c'est un vrai truc, ça existe, voilà. Donc il faut lever les derniers freins, et donc pour ça, on a besoin d'avoir un contact direct et individualisé. D'autre part, bien sûr, n'oubliez pas qu'il faut que votre tunnel final soit performant si vous voulez vraiment me vendre votre truc. Mais en revanche, donc les limites des mécaniques type promo, vente privée ou autre chose, avec de la création d'urgence, ne sont pas toujours efficaces, en particulier sur les segments voilà, plutôt haut de gamme, luxe. Et enfin, un point important, et même très important, ça va être l'attribution des conversions. C'est-à-dire qu'il va falloir que je dise à qui je dois la vente que j'ai réalisée. Donc, très souvent, le modèle d'attribution, on va en parler tout à l'heure, il n'est pas toujours à l'avantage, on va dire, des social ads. Nous, on va préconiser un modèle d'attribution qui va être linéaire ou alors en tout cas proportionné selon le poids de chaque canal. Je vous en parle tout de suite. Alors, c'est quoi l'attribution? Je suis désolée d'avance pour les gens qui sont très marketeurs et pour les autres, du coup, je vous explique. Voilà, donc pardonnez-moi si vous êtes déjà familier de cette notion. L'attribution, c'est quoi? C'est donc, je détermine grâce à qui j'ai gagné des sous. Et en l'occurrence, par défaut, aujourd'hui, le modèle d'attribution le plus utilisé, c'est un modèle en last click. La dernière interaction, le dernier truc que j'ai vu, c'est le truc qui m'a permis de finaliser ma vente. Donc là, sur la première ligne, tout en haut, vous avez un parcours avec une personne qui va déclarer son besoin à Google, il va cliquer sur un lien AdWords, après, il va être mettons, retargeté par Facebook. Et puis, finalement, un peu plus tard dans la journée, il va prendre sa tablette Microsoft Surface et puis il va transformer suite à une visite via Bing parce qu'il aura été exposé à vos sites et aux différentes mécaniques. Donc, il va se dire « Ah oui, j'ai vu un site tout à l'heure, c'était Voyage Pirate. Ah bah ouais, ça a l'air bien. » Il le recherche dans Bing et il y retourne. Voilà. Et donc, là, la problématique, c'est que on se dit ok, c'est grâce à Bing que j'ai vendu. Bah oui, non, parce que là le processus de décision il était complexe. Alors là je vous dis dans la journée, mais ça peut être dans la semaine, dans le mois, ça peut être des cycles de décision plus longs. En tout cas, chaque contact, chaque moment de sa recherche a participé au processus de réflexion vis-à-vis de la vente. Donc tout simplement, ici, est-ce qu'il est juste de dire que c'est le dernier truc sur lequel j'ai cliqué qui fait que j'ai converti? Pas forcément, parce que déjà, comme c'est une mécanique de ping-pong, de retargeting et d'imprégnation au niveau de la marque, peut-être que si je n'avais pas capté l'intention initiale grâce à Google, la personne ne serait pas entrée dans mon tunnel. Bref, vous avez compris. Il y a un autre modèle qui est un petit peu moins fréquent, mais qui existe aussi, effectivement, c'est le modèle première interaction. Donc là, le premier truc sur lequel j'ai cliqué récolte 100% des lauriers. Et donc le modèle que nous, on va préconiser à l'agence, ça va être un modèle d'attribution plutôt linéaire avec une répartition équitable entre les différentes touchpoints.
Donc cette logique, effectivement, elle est déclinable. Là, je vous ai donné un exemple en B2C, un peu perso. Euh, Elle est déclinable bien sûr en B2B, même dans le cas où vous vendez, alors je ne sais pas, vous vendez des hélicoptères par exemple, et ben, même s'il n'y a pas de paiement online, cette logique d'attribution, elle est déclinable et déclinée, et la notion de tracking, tout simplement du prospect, elle est bien sûr primordiale. Chez les business sur mesure aussi, c'est important. Je vous parlais tout à l'heure des voyagers sur mesure, mais il y a plein de prestations comme ça. Par exemple, si vous construisez des maisons, que vous êtes architecte, et vous avez besoin de tracer précisément l'origine de vos leads. Alors attention, cependant, effectivement, si jamais vous vendez des paires de chaussettes à 1 €, ma présentation ne vous sera pas très utile parce que tout simplement, l'effort humain à déployer et l'effort marketing va être très important et très difficile à amortir versus vos niveaux de marge. Je ne vous dis pas que c'est impossible, je vous dis juste qu'il va falloir vendre beaucoup de chaussettes. Voilà. Alors, d'abord, je tiens à créditer mon associé pour ce magnifique schéma que je n'ose même pas refaire. C'est Arnaud Bidou, mon associé, qui fait ce très beau schéma et que je réutilise avec plaisir. Donc, je vais vous expliquer ce principe, ce dispositif. Donc, on a vos prospects qui vont rentrer effectivement par différents canaux, par Google, par Bing, Facebook, LinkedIn. Bref, vous avez compris. Ça va envoyer du trafic, souvent, dispositif web marketing type, vers une landing page optimisée pour générer des ventes directes. Ensuite, ça va, pour générer des conversions plutôt, pardon. Ensuite, ça envoie donc le formulaire va capter votre lead et puis va l'envoyer directement dans le CRM et puis c'est les commerciaux qui vont traiter. Bien sûr aussi, adossé à votre landing page, il va y avoir du contenu de réassurance, du contenu pédagogique, du contenu pour affirmer votre expertise, bref, des choses comme ça. Et bien sûr, du contenu à vocation SEO qui va permettre non seulement de lever des objections, mais aussi d'avoir une prise de contact initiale. On va se servir de ce contenu, au-delà de la question du SEO, on va servir de ce contenu pédagogique, de réassurance, de marque employeur dans certains cas, parce qu'on peut faire des usages RH pour collecter du lead RH, là, en l'occurrence des coordonnées candidats. On va pouvoir faire du remarketing avec ce contenu. Par exemple, donc là, je veux isoler ma maison, je cherche des informations sur l'isolation, les subventions, les crédits d'impôt, ce genre de choses. Peut-être que, oui, j'ai identifié une ou deux boîtes qui font ça, mais c'est quoi l'avantage? C'est quoi et puis bon, il y a plusieurs techniques, j'y comprends rien et tout, vas-y, ça me saoule, je ferme le site. Bah ouais, mais là, du coup, on va avoir, soit en native ads, soit en social ads ou sous d'autres formats, vous allez avoir du contenu qui va vous suivre, donc le fameux retargeting, et vous allez être ciblé parce que vous avez quand même eu un premier contact avec le site de l'annonceur qui fait de l'isolation et qui a une technique particulière, et donc il va vous l'expliquer. Voilà. On a notamment travaillé avec une plateforme de crowdfunding, d'investissement participatif plutôt, dans les startups, avec à l'époque une vocation de défiscalisation notamment. Et donc dans ce cadre-là, on expliquait les contraintes potentielles aussi. Là, il y a une obligation réglementaire, mais aussi surtout bien sûr les avantages d'investir dans les startups. Et puis les différentes startups qui étaient présentées, les différents profils, et comment ça marche, et quelles sont vos obligations quand vous abondez au niveau d'une campagne de financement. Alors, je vous dis tout ça, mais il y a une clé vraiment très importante, une clé de voûte qui nous a été une vraie révélation, c'est la visualisation. Parce que très honnêtement, ces principes-là sont très durs à appliquer. Uniquement à la main, en analytics, avec des URL traquées, c'est vite très très difficile de s'y retrouver et surtout aussi d'avoir quelque chose, là je parle en tant qu'agence, qui soit compréhensible et transparent pour le client. Donc, nous, en l'occurrence, on travaille avec une solution maison d'attribution qui donc a été développée par une agence partenaire spécialisée SEA. Et eux, ils ont codé un système en SaaS qui permet donc d'avoir une visualisation, un tableau, un dashboard qui se connecte au CRM de l'entreprise, de l'annonceur, et qui va mesurer donc énormément de choses. Donc à la fois le parcours utilisateur, donc par où il est passé, où est-ce qu'il est revenu, voilà, il court le furet, ce qu'il a mené
à l'acte d'achat. Et bien sûr aussi, on va avoir une visualisation directe, là vous voyez, avec le chiffre d'affaires qui a été généré. Et si le client veut bien nous donner accès à ces données concernant la marge, donc non seulement on va pouvoir calculer le ROAS, mais on va pouvoir calculer le ROI direct. Donc vraiment là, l'argent qu'on a gagné pour de vrai, pas uniquement le chiffre d'affaires généré. Donc on peut intégrer à ça, par exemple, le coût financier, donc le coût d'enchère sur les différentes annonces, le coût de diffusion donc sur les différents canaux. Vous pouvez aussi pondérer en mettant les honoraires agences, tout ça, comme ça il a une vraie visibilité sur ce que ça lui a coûté. Et donc c'est une solution sur mesure. Alors il en existe d'autres, je vais vous en citer, parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour vendre ma lessive à moi particulièrement. Il y a Maceberry qui fait des choses intéressantes en attribution, il y a HubSpot aussi qui fait des choses intéressantes. Et donc là, c'est un exemple de visualisation. Donc, mettons par exemple, vous vendez des piscines, vous avez des commerciaux sur toute la France. Et bien là, on est en capacité, notamment avec les social ads, on va cibler les propriétaires de maisons qui ont tel ou tel profil, tel niveau de revenu et qui sont potentiellement intéressés par de la piscine. Et on va les cibler donc par région. Et après, dans cette data vise, on a la possibilité de visualiser les points chauds, et puis même quand on rentre sur chaque fiche prospect, de voir traité, pas traité, son niveau d'appétence et puis voilà, la performance des commerciaux, tout simplement, ça permet d'avoir un pilotage des équipes commerciales qui soit beaucoup plus performant. Donc, maintenant que je vous ai introduit et peut-être un peu chauffé sur la notion d'attribution, je vais vous parler de notre cœur de métier qui est le ciblage, l'ultra-ciblage via les réseaux sociaux. Donc c'est un métier récent. Notre métier avec mon associé à l'origine, c'est la rédaction web. Finalement, on a évolué, on a été formé notamment au référencement. Alors au référencement de 2004, pas le référencement de maintenant. Parce que là-dessus, même si on fait en sorte de rester à jour, on est clairement moins performant, et j'ai pas peur de le dire, qu'une agence SEO. C'est chacun son métier. Donc ce métier, il consiste à utiliser la donnée, qui est très très vaste, disponible au niveau des réseaux sociaux, des différentes régies. Et avec ça, on va pouvoir faire des publicités extrêmement ciblées. Comment ça se passe? En clair, aujourd'hui, les annonceurs, ils sont dans une position où ils arrêtent d'investir massivement au hasard en se disant: «Vas-y, c'est cool, appuie dessus, René, plus on va mettre de sous, plus on sera vu par un maximum de personnes et vas-y, ça suffira, on verra ce qui retombe». Là, aujourd'hui, on arrête de tirer en l'air et de voir ce qui retombe. On fait en sorte, bien sûr, d'avoir une diffusion auprès de gens qui vont, au maximum en tout cas, être intéressés potentiellement par notre produit. Au fur et à mesure, neutraliser certaines publicités parce qu'on voit qu'elles ne performent pas et qu'elles saoulent les gens, tout simplement. Il y a la notion de saturation publicitaire aussi. Et on fait un investissement au plus juste pour faire en sorte d'avoir des actions héroïstes, donc qui vont générer du retour sur investissement. Donc, ce qu'on peut cibler. On peut cibler par âge, par sexe, alors c'est pas exhaustif, par situation familiale, par position géographique, à 1 kilomètre près de résidence, de voyage, ou selon où est-ce que vous travaillez, du coup vous pouvez manger le midi, selon votre appareil, donc ordinateur, mobile, etc., système d'exploitation aussi. Les affinités, les centres d'intérêt, les médias que vous consultez, les marques préférées, où est-ce que vous travaillez, quelles études vous avez faites, quel est votre poste, quel est le nom de votre employeur, vos habitudes de consommation on et offline, je vais revenir sur ce point juste après. Les heures de connexion aussi, potentiellement. Est-ce que les gens ont visité ou pas votre site? Est-ce qu'ils utilisent votre application? Est-ce qu'ils sont présents déjà dans votre fichier client? On fera un petit point RGPD tout à l'heure aussi. Et bien sûr, un dernier point, puisqu'on dispose de toutes ces données-là, on a la possibilité de voir si il est possible de retrouver des gens qui ressemblent à vos clients, ou en tout cas à vos meilleurs clients, par exemple. Là aussi, je vous donnerai un exemple. Et donc, ça, c'est les options de base, mais on a, alors actuellement, on retient notre souffle, actuellement plus de 4000 ciblages en plus qui sont activables, au-delà de ce à quoi vous accédez nativement dans la régie Facebook Ads, qui sont possibles via les data brokers, notamment via Axiom. Et donc là, il va y avoir de l'achat de fichiers offline, des choses assez intéressantes. Donc, je vous en parle. Là, c'est le petit point Big Brother. C'est ma slide préférée de toutes mes confs et je la recase dans toutes mes confs.
Donc Facebook, c'est la plus grande base de données affinitaire et déclarative au monde. Affinitaire parce qu'on est sur de la détection, déclaratif parce que c'est ce que j'ai dit à Facebook, ce que j'ai bien voulu lui dire. La plupart des gens pensent, et ce récent scandale Cambridge Analytica et les différentes auditions de Zuckerberg ont suscité beaucoup d'intérêt et d'indignation. Les gens pensent toujours, de façon générale, que Facebook ne connaît d'eux que ce qu'ils veulent bien lui dire. Alors que bien sûr, c'est pas parce que vous faites rien sur Facebook que Facebook connaît rien de vous. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous n'êtes pas inscrit à Facebook que Facebook ne connaît rien de vous. C'est ce sur quoi Zuckerberg est interrogé actuellement. Je crois qu'ils attendent encore la réponse par le Parlement européen et bien sûr le Sénat américain. Donc, Facebook ne traque pas que vos likes, donc le déclaratif, les trucs que vous dites que vous aimez. Il va suivre votre navigation. Donc les petits boutons, petit rappel pour ceux qui ne sont pas familiers de mon métier, le social media. Les petits boutons bleus, like, partage et tout ça sur les sites, tout ça contiennent des trackers. Vous suivez de site en site, de page en page et scannent le contenu des pages pour savoir ce qui vous intéresse, ce sur quoi vous arrêtez et à quelle fréquence vous consultez Doctissimo pour savoir quels sont ces boutons bizarres que vous avez quelque part. Voilà. Donc, Facebook va lire vos conversations privées, publiques, machin, va observer vos relations, la façon dont elles se font, elles se défont. J'ai coutume de dire à mes clients que Facebook sait avec qui vous dormez, c'est à peu près ça. Et il établit ensuite des schémas comportementaux. Il va aller sur de la prédiction. Et donc là, on est sur des... Vous pouvez cocher la case du bingo, je vais dire machine learning. Donc là, on va avoir un algorithme qui va apprendre, qui va faire des prédictions. Et si jamais il se trompe, bah, il va corriger. Puis la fois d'après, il va avoir bon. Pourquoi ? Parce qu'il a un échantillon statistique suffisant. Aujourd'hui, il y a 2,3 milliards d'utilisateurs de Facebook qui sont observés depuis plus d'une douzaine d'années pour la plupart. Donc en fait, ça fait un échantillon statistique assez solide. Nous, en général, quand on fait des études de marché, je discutais avec des créateurs de start-up il n'y a pas longtemps. Ils me disaient « Waouh, déjà, moi, je trouve ça, je suis hyper content quand j'ai 1000 répondants à mon enquête pour mon étude de marché. » Alors là, 1 milliard, on a un échantillon pas mal. Alors, l'autre possibilité aussi avec Facebook, c'est de croiser cette donnée qui est très vaste avec la data qui est détenue chez vous. N'oubliez pas que dans le web marketing, il est hyper important de continuer à détenir de la donnée. Je conclurai aussi tout à l'heure là-dessus. La data détenue, donc ça peut être des mails, des 06, des tout ça. Bien sûr, et vous l'aurez compris, opt-in. Et bien sûr, et vous l'aurez compris, consentement éclairé, RGPD friendly, tout ça, tout ça. Donc, vous pouvez retrouver, donc selon nom, prénom, 06, etc., un certain nombre de personnes. Il n'y a pas forcément un matching à 100%, mais sur certains fichiers suffisamment clean et bien renseignés, on va avoir un matching à 90%, des fois un peu plus, mais assez peu. D'autre part, les données de navigation sur votre site. Alors pour ça, bien sûr, il faut poser un petit tracker de Facebook, un de plus, un de moins, de toute façon, qui s'appelle le pixel de tracking des conversions. Enfin, des conversions ou des actions, de toute façon. Également, les éventuels engagements avec le contenu, les contenus de la marque. Alors là, ça, c'est une donnée, c'est une notion intéressante et on va regrouper avec mon métier d'origine. Chose qu'on fait toujours, c'est du community management plutôt traditionnel. Donc là, des actions de communication. Là, je suis en train de vous parler de marketing, de chiffres, de tout ça, de ROI. Mais bien sûr, le community management traditionnel, il est encore légitime, il a encore sa place, heureusement. Sinon, certains d'entre nous seraient au chômage. Mais au-delà de ça, il est bien sûr important d'imprégner les gens avec des messages qui vont faire connaître la marque, qui vont ne pas être directement trop agressifs, trop commerciaux, et puis d'avoir cette notion de communauté, de fidélisation, de conversationnel aussi. Donc, évidemment, le community management n'est pas mort. Et nous, au niveau du marketing, on va s'appuyer sur ces éléments-là pour pouvoir ensuite recibler les gens qui ont interagi avec la marque. Alors, ils ne sont pas forcément fans ou ils sont pas forcément sur mon site, mais en tout cas, ils ont été sensibilisés. Donc là, je ne vais pas activer ces leads-là à froid. C'est des gens qui auront déjà été exposés à mon message de marque et potentiellement auront interagi avec un certain nombre de mes contenus. Également, je peux le faire avec des gens qui font des choses dans mon application mobile. Donc là, on va installer, donc via le SDK, on va installer donc un tracker aussi dans l'application. Et selon, alors soit les gens qui ont téléchargé mon app, mais qui ne s'en servent pas actuellement, soit les gens qui tout simplement sont actifs dans mon application, je vais leur envoyer des messages personnalisés. Je vais leur afficher des messages
publicitaires personnalisés, alors soit dans le flux d'actualité principal de Facebook, soit sur Instagram, c'est possible aussi, c'est la même régie, soit sur les sites et applications partenaires. Pareil, même dans le marketing et web marketing, peu de gens savent que l'audience network de Facebook commence à être assez développé. Et donc, de la même manière que l'équivalent Google, référence de personnes vieilles, c'est bien AdSense, on est d'accord. Et donc, en l'occurrence, voilà, c'est l'équivalent d'AdSense. Facebook va afficher des publicités sur un certain nombre de sites et d'écosystèmes partenaires. Donc, je reviens, dans mes clous, je digresse. On va pouvoir utiliser ce fameux trafic du site. Là, je vous en ai parlé, c'est via le pixel. Et bien sûr, on va pouvoir cibler en fonction d'actions spécifiques sur des pages en particulier. On peut activer aussi ce dont je vous parlais à l'instant, qui sont les audiences similaires. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai importé mon fichier client dans Facebook, qu'il les a retrouvés, parce qu'il a quasiment tous leurs 06 et ou leur mail, je vais pouvoir lui dire « Ok, fais-moi une action qui consiste à retrouver des gens qui vont ressembler très fortement à ces gens-là. » Donc c'est vraiment l'arme fatale. Ça permet, parce que humainement, il n'est pas possible de comparer, il y a beaucoup trop de critères, de comparer les profils de mes clients. Mettons que je sois un gros e-commerçant et que j'ai des clients premium qui me font, alors je sais pas, plus de 4 000 € d'achat par an, et bien ces gens-là, je vais pouvoir les uploader dans un fichier particulier, demander à Facebook de les retrouver, et puis ensuite, je vais avoir la possibilité de cibler des gens qui leur ressemblent grâce donc à cette base très très étendue. Ce principe de lookalike audience, donc que nous, à l'agence, on a des petites terminologies, on appelle ça les jumeaux sociaux, donc les gens qui ressemblent exactement. Donc ces jumeaux sociaux, je vais pouvoir les retrouver sur la base de mes fans, sur la base des gens qui ont interagi avec ma page, des gens qui ont visité une page particulière, un site web, ou qui ont interagi avec mes contenus vidéo, voilà. Bref, vous avez compris. Également, il y a une notion de taux de précision. Donc là, par défaut, là, je cible les 1% de gens en France qui ressemblent à mes meilleurs clients. Je peux cibler aussi les 2, 3, 5, 10%, mais bien sûr, plus je vais diluer, moins ce sera précis comme ciblage. Un format, donc là, je reviens sur le thème précis de la conférence après cette longue introduction. Un format qui fonctionne bien et qui est très intéressant pour collecter du lead, enfin, parlons-en, c'est le format Lead Ad sur Facebook. Donc tout simplement, c'est un formulaire qui est intégré directement dans Facebook. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà testé. C'est un formulaire qui est vraiment extrêmement efficace parce que tout simplement, le parcours va être simplifié. Là, l'utilisateur ne sort pas de son environnement Facebook, ne sort pas de son app Facebook, ne sort pas, si jamais il est sur desktop, ne sort pas du site. Et directement dans son flux d'actualité vont se charger déjà un message d'accroche avec un call to action, un appel à l'action. Et s'il clique dessus, il va directement voir s'afficher un formulaire. Et alors là, magie, le formulaire, il est déjà pré-rempli. Donc, en gros, en 2 clics, il est inscrit à votre truc, il donne son accord, il s'inscrit, tout ça. Bien sûr, alors, il y aura peut-être un clic de plus dorénavant avec la RGPD. On est en train de voir ce que Facebook est en train de déployer. Là, on est soumis à leur décision. Mais en tout cas, raccourcir comme ça le parcours fait qu'on va collecter assez massivement des leads. Et bien sûr, si vos ciblages sont précis, ce sera du lead quali. Quand vous collectez du lead sur Facebook, vous avez aussi la possibilité, alors soit de télécharger un fichier CSV et puis ensuite de vous les fader à la main, soit si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas convaincu par les possibilités infinies d'Excel, vous pouvez aussi raccorder à votre CRM et faire en sorte que ça s'upload automatiquement dans votre CRM. Donc il y a des connecteurs qui sont prévus, en gros les CRM un peu leader du marché qui dispose d'une API, Facebook peut se brancher dessus. Et donc, ces données-là, là vous avez mon Gmail si jamais ça vous intéresse, mais ces données-là vont directement apparaître dans votre CRM. Donc, pas besoin de faire un download manuel. Je vous parle aussi, ça marche l'animation, c'est super. D'habitude, ça ne marche pas, c'est pour ça.
Donc LinkedIn, vous pouvez faire aussi des ciblages. Là, je vous ai beaucoup parlé de Facebook parce que c'est la régie la plus, honnêtement, la plus aboutie actuellement et très performante. Mais si vous bossez en B2B, bien sûr, il y a des lead ads intégrés directement dans LinkedIn. Et bah, c'est exactement le même principe. Vous avez un formulaire pré-rempli, tout ça, et vous récupérez directement l'info et c'est connectable à votre CRM. Les ciblages qui sont disponibles sur LinkedIn, c'est pour ça aussi que j'en parle en second, sont un petit peu moins précis, en tout cas peut-être moins intrusif que Facebook. Il y a quand même beaucoup d'informations sur LinkedIn qui sont basées sur le déclaratif. Donc là, en l'occurrence, notamment en B2B, les gens ne mettent pas toujours à jour leur statut, leur poste, tout ça. On a un manque de précision sur Facebook et sur LinkedIn, les gens ont tendance à faire gaffe et à mettre à jour leur statut, leur entreprise. Donc on a des informations qui peuvent être très intéressantes à croiser avec Facebook ou alors en substitution de Facebook. Donc vous pouvez aussi traquer le trafic de votre site. Donc là, vous avez l'équivalent du pixel de Facebook qui s'appelle l'Insight Tag. Vous pouvez aussi croiser avec votre data détenue. Donc là, vous pouvez faire un rematching, par exemple, pareil, sur une base email. Et il y a aussi une fonctionnalité partielle, un petit peu moins efficace, mais ça, c'est du jugement personnel de lookalike. Donc ce formulaire LeadAd, je vous invite à le tester, parce que très honnêtement, il donne de bons résultats directement sur LinkedIn. L'autre possibilité, bien sûr, donc quand vous créez votre annonce sur LinkedIn, donc soit vous allez avoir directement votre formulaire, soit vous allez envoyer vers une page externe. Donc là, par exemple, on invite à télécharger gratuitement un livre blanc qui va parler de Data Marketing Platform. Donc là, c'est à destination des professionnels du marketing. Et donc, cette pub, elle va envoyer ici sur une landing page, mais vos campagnes, elles ne peuvent pas performer si la landing n'est pas optimisée. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, hein, très clairement. Donc, bien sûr, l'UX, les contenus, le SEO, tout doit être bon, parce que votre landing, encore une fois, elle n'est pas forcément condamnée à servir que pour le trafic qui vient du social. Et bien sûr, essayez d'avoir des variantes de pages selon aussi les profils que vous allez cibler. Je vais vous donner un exemple plus concret. On a un client qui est un éditeur logiciel et qui vend des chatbots. Et donc, ils vendent, on va dire, il peut y avoir 3 types de chatbots. Un chatbot plutôt RH pour répondre aux besoins internes des collaborateurs et des fois se substituer un peu à l'intranet qui est souvent obscur dans beaucoup de boîtes. Un chatbot plutôt sales, donc qui va conseiller quel type de chaussures tu cherches, ok, voilà des chaussures rouges, voilà, donc ce genre de chatbot. Et puis après, un chatbot plutôt CRM, suivi de commandes, fidélisation, tout ça. Et donc, selon que je vais m'adresser au DRH ou à la DRH, bien sûr, au directeur ou à la directrice marketing ou à la personne responsable des sales ou du développement commercial, et ben, je vais avoir des landings différentes avec donc des ads différentes, des landings derrière différentes, avec un message plutôt orienté RH ou plutôt orienté sales, et des exemples, donc du testimonial, du témoignage client par exemple, et je sais pas, une vidéo en motion design de présentation de à quoi ça sert et comment c'est super. Donc le principe, c'est ça, c'est de développer des landings qui vont bien sûr correspondre à chaque profil, et du coup, tout simplement de pouvoir cibler les différents profils sur les canaux sociaux. Bien sûr, n'oubliez pas, et là encore j'enfonce une porte ouverte, si votre landing n'est pas responsive, c'est des leads qui sont perdus, d'autant qu'on envoie quand même beaucoup de trafic mobile via les réseaux sociaux. Pour Facebook, on est jusqu'à 90%, donc ce serait dommage. N'oubliez pas qu'il est très important de mettre en place du monitoring de vos pubs, parce que c'est comme AdWords, on doit le surveiller comme du lait sur le feu. Si jamais on laisse tourner le truc, ça peut être très bien, mais ça peut très souvent être n'importe quoi, surtout si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites. Donc, c'est de l'expérimentation, mais avec des micro-budgets, et on va bien sûr suivre de façon très précise l'évolution des enchères et du coup des coûts d'acquisition finaux. Donc, il faut tester différents messages, différents visuels, des ciblages en simultané. Pensez aussi, alors je pense que parmi vous, il n'y aura pas des gens qui sont habitués à acheter du print, mais en tout cas, j'ai coutume aussi de dire, c'est pas comme pour le print, votre visuel, votre créa, votre pub, elle n'est pas définitive. Au contraire, essayez plein de choses différentes. Et même dans certains cas, le social va servir de plateforme d'A/B test pour ensuite décliner des messages en print. C'est-à-dire, quand vous allez avoir je sais pas, une affiche que vous avez envie de faire et pour une billetterie, pour un événement, et vous essayez d'abord
en social ads de faire un save the date et d'annoncer l'événement avec une bannière avec un fond rouge, un fond bleu, un fond vert. Et bien sûr, vous allez voir laquelle génère le plus de clics en la diffusant simultanément auprès du même ciblage, de la même audience. Et donc, selon la réaction, vous allez pouvoir prendre votre décision print aussi, vous dire, OK, on a 10 fois plus de clics sur le fond rouge, OK, c'est ça qu'on va imprimer. Donc, ça peut servir aussi de laboratoire. On en parlait tout à l'heure sur d'autres sujets, notamment entre le SEO et le SEA. C'est le même type de complémentarité. Bien sûr, la pierre angulaire, je vous le disais tout à l'heure, c'est la visualisation ou les analytics si vous n'avez pas une plateforme d'attribution et de monitoring de vos leads. Et hop, pardon. Et donc, en l'occurrence, là, ce qu'on va pratiquer, tout simplement, c'est du lead nurturing. Donc, en langage pas de marketeur et de personne normale, c'est comment je vais réussir à cultiver des prospects et à en collecter. Donc, cette stratégie, elle permet donc, bien sûr, au départ, on commence par déterminer les cibles, mettre en place des présences, et notamment des présences donc, social media classiques, organiques, au sens traditionnel du community management. On va alimenter l'audience de manière pertinente et efficace, là encore, community management traditionnel, qui va largement appuyer notre action en social media marketing. On va repérer ensuite les prospects les plus chauds grâce aux différents outils mis à notre dispo par les régies ou directement avec toute la plateforme mise en place sur votre site. Et ensuite, il y a toute une notion de dialogue, de conversationnel aussi, pour échanger régulièrement avec ces gens-là. Par la suite, normalement, si tout se passe bien, on va convertir et analyser la performance, corriger, et puis voilà. Un petit point là qui est vraiment issu d'un retour sur XP, faites attention aux leads trop faciles. Je vous parlais tout à l'heure des super lead forms qui sont pré-remplis sur notamment Facebook et LinkedIn. Faites gaffe parce que parfois, les leads trop faciles, du coup, ce sera du lead moins quali. Parce que quand le prospect n'a pas assez serpenté sur votre site ou dans votre tunnel, particulièrement si vous vendez du haut de gamme, même si, et donc là c'est vraiment une expérience qu'on a eue très récemment, même si vous faites une annonce de prix, que vous faites un ciblage quand même un peu par CSP et compagnie, il va y avoir quand même des gens qui vont passer au travers des mailles du filet et du coup vous risquez de faire perdre du temps à vos commerciaux avec des gens qui du coup qui peuvent pas transformer. Je vais si jamais vous avez envie, vous pouvez aller sur facebook.com/ads/create. Vous allez être dirigé vers l'éditeur de publicité. Et donc, si vous voulez faire un truc qui marche bien, vous pouvez cibler les gens qui aiment les anges de la télé-réalité. C'est pas une blague. C'est des gens qui vont cliquer très fortement, qui vont liker, mais qui derrière ne vont pas acheter. Donc là, c'est de la fausse performance sociale. Pour votre boîte, c'est pas pertinent. Voilà. Sauf si vous vendez des DVD, des ch'tis à Mykonos, mais sinon, non. Et encore des DVD, bon. Pour résumer tout ce que je vous dis là, un dispositif avancé et un maillage précis, complet. Encore une fois, merci à Arnaud pour ce magnifique schéma. On va mettre en place donc un site éditorial avec des contenus qui vont ensuite être réutilisés via des native ads, qui vont être bien sûr aussi réutilisés pour du SEO. On va aussi le repartager en social media. La flèche n'y est pas, mais je vous demande de l'imaginer, s'il vous plaît. Et on va donc, oui, voilà, elle est là. On va faire un échange en fait de flux de contenu et renvoyer du trafic sur le site édito depuis les plateformes social media. On va avoir aussi une mécanique de remarketing parce que les médias sociaux vont nous permettre de collecter de la data. Et ensuite, on va pouvoir renvoyer du trafic suite à ce remarketing sur des landing pages qui vont être suroptimisées, bien sûr. Et encore une fois, vos leads vont aller se mettre dans le formulaire et derrière, c'est dispatché sur votre force commerciale via le CRM. Donc, d'abord, du contenu et de la viralité. Ensuite, un certain nombre de plateformes, de canaux que vous allez pouvoir employer, le fameux tunnel, la transfo, l'exploitation et la fortune, peut-être. Des petits warnings avant de conclure. Je vais essayer de rester dans le timing. Je déborde un peu, pardon. Donc tous ces efforts-là sont vains si vous n'êtes pas capable de savoir ce qui se passe. Donc faites attention aux métriques, donc aux chiffres, tout simplement. Quand vous êtes dans une
dans une approche de communication, vous allez avoir d'autres métriques qui vont être la notoriété, potentiellement peut-être les taux d'engagement, la vitesse de développement de votre communauté, si jamais c'est un truc qui vous intéresse, même si nous on considère que c'est ce qu'on appelle un vanity métrique, un truc qui est la plus grosse mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Si vous êtes dans une approche marketing, ce qui va vous intéresser, c'est le retour sur investissement. D'autre part, quelle est la rentabilité de vos leads? Donc ça, c'est la première chose à savoir, évidemment, pour déterminer le coût acceptable d'un lead. Et aussi, donc, il faut connaître vos niveaux de marge, tout simplement, pour savoir si c'est intéressant d'acquérir quelqu'un pour 5 euros. Est-ce que votre panier moyen correspond à ça? Je ne vous fais pas de cours de compta. Je commence à être pas mal en compta, mais non, c'est pas l'heure. Également, agréger donc tous les canaux. Je vous en ai parlé tout à l'heure pour l'attribution. Comme ça, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et pas vous dire « Ah, alors, du coup, en fait, les gens, ils cliquent d'abord sur Facebook, mais bon, on ne transforme jamais, on voit des clics qui sortent de Facebook, mais du coup, en fait, on transforme via AdWords. » Oui, d'accord. Ou alors, on transforme via l'écosystème Google ou via les native ads, peu importe. Oui, mais en fait, moi, j'ai détecté les propriétaires de maisons qui potentiellement étaient intéressés par une piscine via Facebook. Et ensuite, ils ont été retargetés via l'écosystème Google ou via les native ads. Et c'est là qu'ils ont converti. Et donc, si je n'avais pas détecté leur intention via Facebook, je n'aurais jamais converti. Donc, c'est dommage de se baser sur un modèle d'attribution last click, parce que du coup, je perds totalement de vue l'intérêt, la valeur ajoutée du social media. Je vous dis pour le social media parce que je prêche pour ma paroisse, mais bien sûr, ça peut être la même chose avec d'autres canaux. Donc, parfois, couper un canal parce qu'on se dit qu'il n'est pas rentable, si on n'a pas de vision sur le parcours global et le process de décision, ça peut être une grosse erreur. La data détenue n'est pas morte. N'oubliez pas de collecter, alors encore une fois, soyez GDPR compliant, mais collectez des adresses email. Ce truc-là, il est à vous. Vous ne serez pas soumis à l'algorithme de Facebook qui vous dira qui peut vous voir ou non. Ayez un fichier client maison. N'oubliez pas ça, il y a énormément de boîtes qui ont investi sur le social media et qui ont arrêté. Comme ils se sont dit, oh oui, c'est bon, on a des fans, ils ont arrêté de collecter du mail. Bah ouais, mais bon, votre base fan, elle n'est pas extractible, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Également, essayez de collecter des apprentissages sur votre cible, ses usages, tout ça. Donc là, bien sûr, là non plus, je ne vous ferai pas de cours, mais l'analytics, c'est important. Et on a encore énormément de clients et même de très grands comptes qui ne jettent jamais un œil à leurs analytics. C'est un petit peu embêtant. Un CRM, parce que les fichiers Excel peuvent avoir leurs limites, même si j'adore Excel et c'est mon penchant caché. C'est ma passion secrète, bon, plus trop secrète maintenant. Et bien sûr, pensez à avoir un écosystème qui soit très vivant. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de meilleur canal pour investir. Si jamais vous êtes venu à cette conférence en espérant avoir des retours, des idées de où est-ce qu'il faut investir, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner la réponse. Parce qu'il faut tester chaque canal, il faut tester des combinaisons de canaux, mesurer le parcours, voir ce qui va avoir un poids dans la prise de décision du conso et derrière, pouvoir, à l'issue d'une période de proof of concept, pouvoir prendre des décisions marketing à l'année en fonction de ce qui s'est passé réellement. Ça va dépendre des périodes, de votre produit, des cibles, de plein de trucs et de variables, des fois environnementales. Malheureusement, on ne peut pas le savoir. On sait que les coûts d'affichage sont un peu plus chers sur Twitter, mais que les taux d'engagement sont meilleurs avec les contenus. On sait que, souvent en tout cas, on sait que Facebook fait du dumping sur l'affichage des vidéos, mais après, est-ce que c'est plus quali? Pas toujours. On sait que LinkedIn est un peu plus cher que Facebook, mais par contre, plus précis en B2B. Enfin bref, on a énormément d'informations, mais on n'a pas de certitude. C'est un petit peu comme le SEO, même si le SEO tend à devenir moins opaque. On a des infos, on a des indices, mais c'est à vous de mener, malheureusement, désolé, votre propre enquête. Pour finir, une petite story. Donc là, un client avec qui on a travaillé sur des campagnes sociales avec un ciblage très fin. Il travaillait auparavant uniquement en AdWords. Donc là, on a eu une performance très très rapidement, malgré un lancement hors saison. Donc clairement, une période où les gens n'ont pas du tout envie d'installer une piscine dans leur jardin quand il pleut à verse. Sachez qu'à Bordeaux, on a presque autant de jours de pluie qu'en Bretagne. Donc si jamais vous vous faites une idée de Bordeaux, c'est la Costa del Sol, eh bien pas du tout. Voilà, ne venez pas à Bordeaux. Non, je plaisante, c'est très bien. On adore Bordeaux, mais il pleut beaucoup, il faut se le dire. Et c'est un truc que les Bordelais ne veulent pas dire. Voilà.
Donc, c'est fini pour la parenthèse pluie, mais en tout cas, on a réussi à diviser le coût par lead qualifié par 10 sur les piscines. Initialement, le client, il était à 6 euros. Bon, il faisait suffisamment de marge sur les piscines pour que ce soit largement rentabilisé. Donc, avec de l'AdWords et plutôt bien maîtrisé. Et donc là, on est entre 60 et 65 centimes par lead. Donc là, en revanche, on est tout début. On commence juste à écumer la cible. Bien sûr, au fur et à mesure que la cible va se saturer, que le message va s'épuiser, on va avoir des coûts qui vont monter. Mais en tout cas, on a réussi à faire une très belle performance. Et sur un autre produit à lui qui est l'abri piscine, on a divisé son coût d'acquisition par 3. Un autre client qui est un acteur du voyage, donc là j'ai une story en 2 temps à vous faire et je vais la faire rapidement pour ne pas vous retenir parce que c'est l'heure du goûter. Donc un acteur spécialisé dans le voyage au Canada qui a fait n'importe quoi, c'est pas de leur faute. Ils ont travaillé avec une agence qui laissait tourner des annonces AdWords pas très bien ciblées, donc là on n'a pas de mérite, avec des coûts par lead à 200 euros. Qui n'ont pas très bien configuré leurs événements dans le pixel de tracking et qui notamment avaient un pixel qui remontait des informations. Ils considéraient comme lead des gens qui voyaient la page du formulaire, pas qui envoyaient le formulaire. Donc là, c'était vraiment la grosse cata. Donc on a tout redressé. Par contre, qui était plutôt mieux configuré, on avait les social ads avec un coût d'acquisition par lead aux alentours de 79 euros. Ce dispositif n'était pas du tout accompagné. Donc il y avait des ads, mais il n'y avait ni tracking précis, ni attribution. Donc c'était embêtant et tout naviguer à l'aveuglette. Il n'y avait pas de landing page non plus, il y avait tout ça, il y avait juste les fiches voyage, les fiches produits, et c'est tout. Au début de la campagne, on a réussi en quelques jours. On était en fait dans une période critique pour le client, une période de forte réservation. Le client nous a dit « Ok, il faut vraiment que je lance des ads, là il y a un impératif économique ». Donc ce qu'on a fait, en attendant la refonte du site, c'est qu'on a court-circuité le passage sur le site, qui était vraiment problématique. Et en fait, comme ce n'est pas un site où on achète en ligne, c'est un site qui permet de prendre contact avec le voyagiste et qui ensuite nous fait un truc sur mesure et qui ensuite nous fait payer soit par virement, soit en prenant la carte bleue au téléphone, un truc un peu à l'ancienne, mais qui marche bien sur certaines catégories et notamment les acheteurs les plus âgés. Bref, donc au début de la campagne, on a eu un coût par lead à 27 euros, donc pour des séjours qui à plus de 1 500 euros en général. Et un mois plus tard, on est remonté à un petit peu plus de 30 euros, mais les leads sont raffinés. Au début, on avait un phénomène de faux positif parce que les gens ne serpentaient pas. Les gens passaient justement par ce formulaire intégré sur Facebook, cliquaient, même si on avait un avertissement pris et tout ça, ils cliquaient et un peu trop facilement, un peu trop rapidement. Et en l'occurrence, donc, ils étaient pas assez familiarisés du fait du format publicitaire avec l'offre. Et donc, ça transformait beaucoup moins souvent qu'escompté. Donc là, en revanche, on va avoir un coût par lead qui va être un petit peu plus élevé, mais des leads plus quali en faisant serpenter les gens sur le site. Et avec une mécanique qu'on a mis en place qui est le bouton « Être rappelé ». Voilà, en conclusion. Testez, apprenez, ajustez. Malheureusement, je n'ai pas de recette miracle à vous donner aujourd'hui, mais voilà, un certain nombre de petits retours qui, je l'espère, vont vous aider dans la construction de votre stratégie web marketing, et en l'occurrence la social ads. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Ouais, est-ce qu'il y a un seuil pour le remarketing? C'est une bonne question. Ouais, donc oui, il faut tester. Mais effectivement, on peut se dire, c'est que les gens qui ont vu jusqu'au bout ma vidéo en motion design, par exemple, qui sont vraiment intéressés par mon truc. À part ceux qui se sont endormis en regardant ma pub aux toilettes, normalement, je devais avoir des gens qui sont
assez intéressés par mon offre. On va essayer voilà, plein de choses en simultané, mais voilà, globalement, on va essayer de privilégier soit les complétions de vidéos, soit les gens qui aussi sont restés un certain temps sur la page ou sont arrivés à un certain point du tunnel et bien sûr les remarketer en priorité versus les gens qui se sont perdus, compliqués à droite à gauche parce qu'ils voulaient avoir les dernières photos de Loana, que j'aime beaucoup par ailleurs, et qui sont arrivés sur mon site un petit peu par hasard. Voilà. Donc on va essayer de mesurer en fait ces micro-conversions qui ne sont pas des conversions finales, mais des signes d'appétence forte pour pouvoir prioriser ces publicités-là. Bien sûr, c'est encore plus le cas pour les startups qui vont avoir une problématique budgétaire. Et donc, on ne pourra pas diffuser à toute la cible. Donc, il faut d'abord, on va faire un système avec des ads un peu imbriqués, c'est-à-dire une première ad où on va diffuser un message publicitaire, alors plutôt informatif, donc notamment une vidéo en motion design qui va présenter l'offre et les services et les avantages et être un peu pédagogique. Et après, je vais donc recibler les gens qui ont interagi avec ma vidéo ou qui donc l'ont vue en entier. Et après, je vais les envoyer ensuite dans mon tunnel et faire mon système de ping-pong entre les différentes régies selon les touchpoints qui vont activer et selon voilà, les étapes qu'ils vont franchir dans mon tunnel. Est-ce que je réponds un peu à votre question? Ouais, un peu, ok.